Alfred Duller, 51 ans. Costume, Hugo Boss. Parfum, Hugo Boss. Poète préféré, Hugo Boss. Chez Madone et à la Rosse, il est craint et redouté. C'est celui qu'il faut convaincre. Nous sommes sur une plage. Plage paradisiaque, cocotier, mer turquoise, sable blanc. 2 femmes. Alors 2 bombes. Évidemment. Courent sur le sable. Pamela prend la parole. En fait, je considère que l'exégèse nomastique se trouve en but au rédhibitoire herméneutique, tu vois. Christina rétorque. Ah oui, mais alors attention, Pamela. Tu glisses doucement vers une paronomase ontologique, là. Elle se penche sur l'équation. Si on prend comme hypothèse que la racine cubique de x varie en fonction de l'infini... Ah d'accord, tu n'as plus qu'à subdiviser l'ensemble qui tendra vers l'asymptote. C'est bon, j'ai compris. Packshot, Starlight, pour rester mince, sauf dans sa tête. C'est bon? Absolument. Bien, maintenant je pose une question. Pourquoi faire de l'humour? Vous savez pourquoi vous voyez des pubs de merde depuis quelques années? Bon, vous avez autre chose? Bienvenue dans ce cours sur les théories des sciences de l'information et de la communication. Nous sommes ensemble pour quelques heures, à peu près une dizaine, pour réfléchir à qu'est-ce que les théories des sciences de l'information et de la communication. Et plus profondément, qu'est-ce que les sciences de l'information et de la communication? Il nous faut d'abord, à titre de contexte, revenir un peu sur l'histoire de la pratique professionnelle de la communication. Dans l'entre-deux-guerres, nous découvrons la propagande, c'est-à-dire la méthode professionnelle et scientifique d'influencer les populations. C'est une pratique professionnelle due aux impératifs de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale qui va faire émerger un groupe de gens qui vont dégager des méthodes, des pratiques, des techniques d'influence, de communication envers les populations qu'il faut mobiliser pour l'effort de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, ces techniques d'influence, ces pratiques, ces expériences qui ont été développées pendant les 2 guerres mondiales vont progressivement faire un corps professionnel qui va se privatiser et qui va mettre à disposition des entreprises privées, mais aussi encore des institutions et des administrations, une compétence professionnelle, un métier, des professions qu'on va appeler les professions de la communication. À partir des années 50 et 60, la question de la communication, de sa puissance, de son influence, va commencer à tarauder les sciences humaines et sociales. Dans le même temps, les sciences de l'information, c'est-à-dire les sciences qui vont donner bientôt l'informatique, qui vont réfléchir à la transmission de l'information par des outils, des mass médias de plus en plus puissants, vont elles-mêmes aussi se développer et l'informatique elle-même va se développer. Très vite, information d'une part, dans le transport de l'information à travers des mass médias, des technologies de l'information et de la communication, et communication comme influence, comme propagande, comme pouvoir s'exerçant sur les consciences, ces 2 pratiques professionnelles vont progressivement se théoriser et amener les chercheurs en sciences humaines et sociales à fonder une très jeune discipline quand on regarde l'histoire des sciences humaines et sociales, les sciences de l'information et de la communication. En France, c'est au tout début des années 70 qu'est reconnue la discipline et qui va se constituer en 71e section et former véritablement des chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Et il faut le dire, c'est à partir des années 2000, c'est-à-dire il y a à peine 1 ou 2 décennies, qu'on commence à produire des tout jeunes chercheurs qui sont entièrement des chercheurs des sciences de l'information et de la communication. La plupart des chercheurs sont en réalité recrutés dans les autres disciplines. Donc vous voyez, une constitution extrêmement tardive des sciences de l'information et de la communication. D'abord, le développement d'une pratique moderne, industrielle, professionnelle, qu'on va appeler les métiers de l'information et les métiers de la communication, et un grand débat dans la science sur l'impact, la réalité, la pertinence de ce genre de pratique et de ce genre de découverte. Donc c'est un métier, ce sont des sciences qui sont fondamentalement créées autour d'un domaine professionnel et autour de l'application de certaines technologies. Ça nous amène à poser la question du rapport entre science, pratique et profession. Dans la doxa, on oppose très souvent le scientifique, le théoricien, celui qui fait des abstractions pures, du professionnel, du praticien, qui lui est véritablement engagé dans des expériences, transforme la réalité. Vous savez que ces 2 oppositions sont très artificielles, peu de gens y croient réellement, et quand on utilise en général cette opposition, c'est dans un conflit rhétorique,
mais personne n'y croit vraiment. Pour autant, on voit bien dans les sciences qu'il y a des sciences qui sont fondamentalement tournées vers une réflexion ontologique, vers une réflexion pure sur l'essence des objets qu'elles traitent. Les sciences pures, des sciences qui veulent absolument restreindre leur champ de recherche vers un objet extrêmement bien défini, des sciences qui veulent réussir à tirer les théories fondamentales, les règles fondamentales d'objets purs que l'on va extraire justement de la complexité de l'expérience. Ces sciences fondamentales sont différentes, je ne dirais pas s'opposent, sont différentes de sciences applicatives, de sciences qui au contraire essayent de rationaliser, de réfléchir avec la démarche scientifique un objet pluriel, un objet complexe, un objet complet. Mais vous voyez, il n'y a que 24 heures dans une journée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait une science pure, on peut aller dans un objet extrêmement restreint et extrêmement limité, beaucoup plus loin, approfondir sur cet objet, avoir des règles de plus en plus complexes, de plus en plus précises, avoir des nuances et distinctions très très fortes. A contrario, quand on est dans une science appliquée, l'objectif est de pouvoir comprendre le réel tel qu'il se présente à l'expérience humaine et pouvoir agir sur ce réel pour le modifier tel qu'il se représente dans sa complexité et aussi dans la difficulté de l'appréhender. Il n'y a pas d'opposition entre ces formes de sciences pures, je pense à la linguistique, je pense aux mathématiques, je pense à la physique, je pense à la chimie, et des sciences applicatives où là on va réfléchir à véritablement mettre en place un système de réflexion et d'analyse d'une réalité complexe et plurielle. Je vais penser aux sciences médicales, aux sciences de l'information et de la communication, aux sciences de l'ingénierie, aux sciences politiques qui s'appliquent à la pratique de l'État et à la gestion d'un État et d'un territoire. Vous voyez, ces sciences applicatives, elles ne limitent pas dans un objet précis scientifique un modèle de théorie très restreint et très orthodoxe. Elles ont même plutôt de nature une attitude complètement hétérodoxe. Qu'est-ce que j'entends par une attitude hétérodoxe ? Les sciences pures n'auront de cesse de se demander qu'est-ce qui fait partie de leur science, quel est leur territoire, quelle est leur chasse gardée et qu'est-ce qui est exclu de leur science. Donc il y a un véritable travail d'orthodoxie. Et ce travail d'orthodoxie est nécessaire parce qu'à un moment, on veut cerner l'essence même de son objet. Dans la linguistique, on va essayer de cerner ce qu'est la langue. Dans les mathématiques, ce qu'est la formalisation quantitative. Dans la physique, ce qu'est la matière à proprement parler. Et donc on aura une tendance à avoir une clôture orthodoxe autour de son objet. Et on sera très très dérangé quand l'explication de son objet n'appartient pas à sa discipline, mais appartient à une discipline voisine. Et là, on va se retrouver avec une difficulté, avec une marge toujours complexe pour les sciences pures. Et il y a dans ces sciences pures, il y a chez les chercheurs des gens pour lesquels cette marge est toujours difficile. Cette orthodoxie, cette frontière pose toujours problème. À l'inverse, pour ceux qui ont une science pragmatique, comme les sciences de l'information et de la communication, on n'aura pas d'objet à proprement parler. Notre objet est la complexité du réel. Et dans cette complexité, les sciences de l'information et de la communication s'intéressent à l'acte de communiquer. C'est-à-dire l'acte de produire de l'information et l'acte de le transmettre et de former à un moment une communauté, une danse, un théâtre, un programme général qui constitue la société. Le propre des sciences applicatives, c'est justement de ne pas avoir véritablement de théorie fondamentale et au contraire d'utiliser toutes les théories fondamentales qui tournent autour de l'objet. Et vous voyez, en effet, les sciences applicatives vont être beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus proches de l'action dans le champ social que les sciences pures. Mais cette opposition n'est surtout pas une opposition, parce que sans les sciences pures, il n'y aurait pas de sciences appliquées. Les sciences appliquées ont comme théorie fondamentale le cœur fondé des sciences pures. En sciences de l'information et de la communication, nous travaillerons à partir de la linguistique, nous travaillerons à partir de la sociologie, nous travaillerons à partir de l'informatique, nous travaillerons à partir des sciences de l'information, nous travaillerons à partir de l'analyse critique des technologies. Vous voyez que les sciences de l'information et de la communication utilisent les sciences fondamentales pour pouvoir comprendre un objet complexe. Et donc il n'y a pas d'opposition entre sciences pures et sciences appliquées. Sans les sciences pures,
sans les sciences qui ont un objet fondamental pur et orthodoxe, il ne peut pas y avoir de développement de sciences appliquées. Et ce qui est embêtant aujourd'hui dans le financement de la recherche, dans la gestion de la recherche, dans le management de la recherche, c'est qu'on met beaucoup trop l'accent sur le domaine applicatif, sur les résultats de la recherche, sur les conséquences sociales de la recherche, en oubliant d'investir fondamentalement dans ces sciences pures que sont la linguistique, la philosophie, les mathématiques. Et ces sciences pures et leur avancée constituent les boîtes à outils qui seront utilisées dans les sciences appliquées dans une réflexion de l'environnement social, de l'environnement humain, de la pratique professionnelle. Il n'y a pas d'opposition donc entre sciences pures et sciences appliquées. Donc les sciences de l'information et de la communication ont un objet complexe, la pratique communicationnelle et la pratique informationnelle. Mais par contre, elles s'appuient, elles s'adossent à un ensemble de paradigmes, un ensemble de théories qui ont réfléchi sur la question de faire sens et de transmettre ce sens, d'échanger ce sens. C'est pour ça que dans les sciences de l'information et de la communication, on aborde en général 5 paradigmes. Le premier paradigme, le plus fondamental, c'est le paradigme structuro-linguistique. L'utilisation du langage. Qu'est-ce que le langage? Qu'est-ce que le signe en société? Qu'est-ce que produire un signe en société? Quel est le statut de l'acte de signifier? La linguistique est le fondement même des sciences de l'information et de la communication et offre le premier paradigme des sciences de l'information et de la communication. Le deuxième paradigme, ça va être le paradigme cybernétique et systémique. L'analyse des transactions systémiques, l'analyse formelle d'un champ social comme un système d'échange d'informations, l'analyse de la vision cybernétique de la gouvernance d'un système est le deuxième paradigme dans lequel va puiser les sciences de l'information et de la communication pour comprendre justement comment analyser une situation communicationnelle. Il va s'en déduire entre paradigme linguistique et paradigme systémique un troisième paradigme, paradigme de la psychologie et de la sociologie interactionnelle. En effet, dans le champ de la sociologie et de la psychologie, le paradigme systémique et le paradigme linguistique se sont unis pour former un troisième paradigme un peu plus applicatif et un peu plus pratique autour de la psychologie sociale, autour de la psychologie comportementale, mais aussi autour de la sociologie interactionnelle, réfléchir à ce que c'est que pratiquer la communication, agir par la communication au sein d'un groupe, au sein d'une famille, au sein d'une entreprise, au sein de la société. Donc le troisième paradigme important, c'est le paradigme interactionnel. Nous verrons ensuite un paradigme critique. Critique sur les conséquences de la création de ces pratiques professionnelles, des mass médias, de l'influence et de la propagande. Nous verrons d'abord un premier paradigme beaucoup plus formel, qu'on appelle le paradigme fonctionnel, qui explique par une sociologie des médias comment les médias aujourd'hui ont complètement transformé non seulement notre environnement imaginaire, non seulement notre environnement symbolique, mais notre environnement pratique, professionnel, pragmatique. On le sait, les médias et les mass médias, de la radio, la télévision, la presse papier, aujourd'hui Internet, ont complètement restructuré nos interactions humaines et ont complètement restructuré nos échanges d'informations. Donc, cette sociologie des médias, cette mass media studies, comme disent les Américains, c'est le quatrième paradigme qui se rapproche de plus en plus du paradigme fondamental des sciences de l'information et de la communication. Enfin, un cinquième paradigme, qui est un paradigme beaucoup plus critique, qui réfléchit sur les dérives, sur les conséquences néfastes, sur les critiques, sur la disparition anthropologique de certains aspects de l'humanité et de la société. Ce paradigme critique vient en contrepoint avec les mass media studies, qui sont un paradigme beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus opérationnel, vient en contrepoint et vient réfléchir, prendre du recul sur les conséquences des usages des médias dans la société et au niveau anthropologique. Donc vous voyez, deux paradigmes fondamentaux, la linguistique et de l'autre côté la systémique. Un premier paradigme qui s'intéresse à l'individu et au groupe restreint dans ses interactions et qui réfléchit à comment l'interaction symbolique, comment la communication fait émerger le sujet en société. Ensuite, un paradigme beaucoup plus large qui va s'intéresser à la dimension sociétale de la communication
et surtout l'émergence des mass médias, des technologies de l'information et de la communication comme structurant la société, et un dernier paradigme qui vient critiquer ce modèle de société, qui vient critiquer les transformations, critiquer non pas au sens négatif, c'est-à-dire en dire du mal, mais qui vient essayer de nous faire prendre conscience des transformations profondes qui sont engendrées par les pratiques et les usages médiatisés de la communication et de l'information. Avec ces 5 paradigmes, on a une boîte à outils qui vient expliquer ce que l'être humain fait quand il communique. Donc, n'opposons pas ni science pure, ni science appliquée, n'opposons encore moins ni théorie, ni pratique professionnelle. Il n'y a aucune pratique professionnelle qui peut être sérieuse si elle n'a pas la capacité d'interpréter l'environnement dans lequel elle travaille, de comprendre ce qui se passe dans des échanges communicationnels pour pouvoir agir dessus. Et pour interpréter, il faut avoir beaucoup lu, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut avoir beaucoup de théories. On ne fait pas un professionnel sérieux, on ne fait pas un consultant de haut niveau si on n'a pas derrière un lecteur, un théoricien, quelqu'un qui s'attache à lire et à comprendre ce qu'est la pratique professionnelle et la pratique de communication. C'est sur cette base que je vais mener un cours en 5 paradigmes que nous allons suivre aujourd'hui en ligne. Merci de votre attention.